qu'on ne peut pas traiter les forêts de biens publics mondiaux. À la limite, on peut dire que ce sont des biens publics mondiaux imparfaits, si vous préférez, parce que les services qu'elles rendent sont des biens publics mondiaux, c'est tout à fait clair. Biodiversité, carbone, etc. Par contre, comme ressources économiques, elles sont sous la souveraineté des États et elles sont utilisées par de multiples utilisateurs, des entreprises, des populations locales, des paysans, etc. etc. Je ne vais pas vous parler longtemps du MDP, je suppose que tout le monde connaît le mécanisme de développement propre. Hein. Bon, c'est un instrument du protocole de Kyoto qui est basé sur des projets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou séquestrer du carbone. On a choisi, alors disons qu'il y a eu un choix de recourir à des marchés des permis d'émission plutôt qu'à une taxe, ce qui a changé pas mal la donne sur le reste et posé d'ailleurs un certain nombre de problèmes. Alors le choix du marché, il avait sa rationalité, c'est-à-dire que d'abord, le marché, c'est-à-dire on fait du cap and trade, c'est-à-dire on met une limite, on a un objectif global de quantité d'émissions qui est donné par la négociation politique, hein, donc on négocie, etc. Bon, le problème, vous le savez, c'est que tout le monde n'est pas rentré dans la négociation. Donc c'était un premier problème, c'est qu'on n'avait pas un vrai cap, on avait un cap pour certains pays, pas pour tous. L'idée, c'est que les coûts de réduction unitaire sont différents selon les pays, et la logique du marché, c'est l'économiste qui la donne, c'est que pour atteindre un même niveau de réduction, il vaut mieux commencer pour réduire là où c'est le moins coûteux. C'est-à-dire de diminuer le coût social global des émissions. En gros, vous connaissez l'idée pour l'MDP, je ne vais pas insister, mais si ça coûte moins cher de réduire des émissions dans une cimenterie en Inde, plutôt que de le faire en France, on va effectivement payer les Indiens pour qu'ils réduisent, changent de process technologique, et ainsi on va réduire les émissions, et comme c'est effectivement une externalité globale, eh bien on a le même résultat, mais ça nous a coûté 2 ou 3 fois moins cher que si on l'a fait faire en France, etc. Voilà l'idée. Et le MDP devait apporter du développement au sud, investissement et modération technologique, ce qui ne s'est pas passé d'ailleurs. Beaucoup de gens nous disaient, attention, le MDP, finalement, c'est un moyen pour les pays du Nord d'éviter de faire des efforts domestiques, c'est-à-dire d'éviter de réduire leurs émissions chez eux. Et c'est un moyen, au fond, et surtout, ils vont le faire avec des offsets, avec la compensation, avec des projets, et ces projets seront opaques et invérifiables. C'est-à-dire, on ne pourra jamais savoir si c'est vrai. On n'y croyait pas trop, puis finalement c'était les Cassandres, comme souvent, qui avaient raison. On le verra. Alors, le problème, c'est que même si, c'est que de toute façon, tout le problème disons, ça c'est un vieux débat, hein, différer les bifurcations technologiques, ça veut dire mettre plus d'inertie dans les systèmes socio-techniques et augmenter la dépendance de sentiers, c'est-à-dire les irréversibilités, dans des systèmes de transport, dans des systèmes de choix énergétiques, etc. etc. C'est qu'à l'époque, la bataille faisait rage pour savoir, et on revient au même débat en réalité, 10 ans après, pour savoir si on pouvait mettre la forêt dans le mécanisme de développement propre. Alors mettre la forêt, ça voulait dire quoi? Il y avait plusieurs activités possibles. Boisement, reboisement, ça a été fait, mais vous verrez comment. Et surtout conservation des forêts, et gestion forestière également. C'est-à-dire, est-ce que si on fait des projets de conservation d'une forêt, est-ce qu'on peut recevoir des crédits carbone en expliquant que sans la conservation, sans cette mise sous cloche de la forêt, eh bien, cette forêt aurait été déboisée et ça aurait conduit à des émissions. Alors, le débat a fait rage en 99-2000 et finalement, les partisans de l'inclusion de la forêt ont largement perdu la bataille, puisqu'on leur a dit, premièrement, ça ne marche pas, vos histoires de conservation, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème des fuites. Surtout le problème des fuites, c'est-à-dire que vous allez conserver des forêts, mais les pressions, vous allez simplement déplacer les pressions ailleurs. Donc au total, il y aura autant de déforestation dans un pays, hein, ça ne va pas changer. Donc out. La gestion forestière out, parce qu'on a dit, mais attendez, gestion forestière, comment peut-on faire la différence entre ce qui va être la reconstitution naturelle de la forêt, donc effectivement, et ce qui va être directement imputable à l'activité anthropique. Dans le secteur industriel, énergétique, on dit une tonne non émise, c'est une tonne définitivement non émise, et une tonne, effectivement, qui par contre n'a pas été émise dans le secteur forestier, on peut se dire que c'est temporaire. Que c'est temporaire parce que si on donne un crédit carbone parce que la forêt n'a pas été détruite aujourd'hui, elle peut être détruite demain, dans 10 ans, dans 5 ans, etc. Alors pour régler ce problème, c'était un gros problème, on a créé des crédits temporaires, des expiring credits, comme on dit, c'est-à-dire des crédits qui n'ont qu'une valeur temporaire. Alors je passe très vite sur la manière dont on les calcule, parce qu'il faut introduire un taux d'actualisation, c'est assez compliqué. En gros, c'est des crédits qui valent moins que les crédits permanents, les crédits qu'on a dans le secteur énergétique, qui sont donnés à ceux qui font des boisements-reboisements, qui font des plantations forestières, et qu'on doit conserver pendant certaines années. Il faut aller sur le terrain, vérifier que la plantation est toujours là. Là, on revalide pour un tour, pour 5 ans, les crédits temporaires, etc. Bon, bref, je passe sur les détails. C'est tellement compliqué
que le marché privé, en tout cas, a dit « nous, ça ne nous intéresse pas, on a autant de crédits permanents qu'on veut, pourquoi irait-on s'embêter avec des crédits temporaires qui ne valent pas grand-chose, qui vont nous compliquer la vie, on ne sait pas combien ça va valoir, etc. etc. » Bon, donc, bref, il n'y a pas eu de demande privée pour ces crédits temporaires, et c'est une des raisons qui fait qu'il y a eu très très peu de projets MDP forestiers. Alors les projets MDP forestiers, disons que j'ai regardé il y a 3 semaines, 2 semaines, etc. Il y en avait à peu près 8 il y avait 8 projets forestiers qui étaient enregistrés au MDP sur près de 2000 projets au total. Donc ça fait effectivement, ça fait pas beaucoup. Le RED vient se greffer sur ce débat 5 ans après. Ce sont les mêmes qui avaient perdu la bataille qui sont revenus à la charge avec une autre proposition. Il faut bien comprendre ça parce qu'il faut comprendre toute la logique qu'il y a derrière. Le principe de base, c'est très simple au départ, après ça va se compliquer. C'est de rémunérer des pays qui réduisent leur niveau de déboisement. Alors, rémunérer avec quoi? Soit des crédits carbone, fongibilité, c'est-à-dire même crédit que Kyoto, c'est-à-dire qu'effectivement qui pourront être mis en marché, qui pourront être utilisés sous forme de permis d'émission dans les autres pays, ou alors un équivalent en argent, ce qui implique la mise en place d'un fonds spécial. Ça, c'est la proposition brésilienne. Les Brésiliens, jusqu'à présent, ils vont peut-être changer jusqu'à Copenhague, ou peut-être à Copenhague, mais pour l'instant, ils sont assez réticents à ce qu'on utilise des crédits carbone, des permis d'émission, parce qu'ils considèrent que les pays du Nord ne doivent pas se dispenser de faire des efforts domestiques en achetant effectivement le résultat de la réduction de la déforestation, notamment en Amazonie, etc. On pourra y revenir, parce qu'il y a beaucoup de brésilianistes dans la salle, etc. Alors, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est évidemment de s'accorder sur la référence, c'est-à-dire sur le point de référence par rapport à laquelle la déforestation sera mesurée, et la période d'engagement, disons, que l'on va adopter. Alors, au départ, RED est sorti avec quelque chose de très simple en disant on réduit la déforestation par rapport au passé, par rapport aux tendances passées du déboisement, c'est-à-dire on calcule une moyenne et ce qu'on appelle la référence historique, et si on baisse, s'il y a moins de déforestation, et bien à ce moment-là, tout ce qui est, on peut empocher, on va calculer combien cette réduction de la déforestation se traduit en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et donc ça veut dire qu'il faut savoir effectivement quelles forêts, il faut connaître bien les forêts, la structure, parce qu'il y a des forêts riches en carbone, des forêts pauvres en carbone. Donc des hectares, ça ne se transforme pas en tonnes de carbone immédiatement, il faut quand même un certain nombre, il faut connaître la structure forestière, etc. etc. Et on va pouvoir créditer. Mais alors évidemment, ce qui s'est passé immédiatement, c'est qu'il y a toute une série de pays, comme par exemple, ce ne sont pas les seuls, les pays du bassin du Congo, qui ont dit mais attendez, nous on a déboisé très peu pour l'instant, ce qui prouve qu'on est vertueux, bon, là je reviendrai sur cette affaire, et par contre, on va se développer, donc ces pays demandent dans la négociation un facteur d'ajustement. C'est-à-dire qu'ils demandent à pouvoir avoir une référence qui leur permet d'avoir plus de déforestation, mais tout en gardant la possibilité d'être crédité malgré tout pour, disons, une déforestation qui serait inférieure aux prévisions. Je vais vous montrer un schéma. L'autre question, il y a beaucoup de chercheurs qui voudraient établir des scénarios prédictifs, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper les niveaux de déforestation par pays avec des modèles économiques géographiques, en disant on va prendre la tendance du passé, puis on va essayer de prévoir effectivement qu'est-ce que va être la déforestation. Et ce scénario, c'est à partir de ça qu'on va juger de la réduction de la déforestation. Donc c'est une prévision, c'est quasiment une prédiction d'ailleurs, sur lequel qui pourrait effectivement faire foi. Puis alors, il y a beaucoup d'autres, alors c'est très compliqué parce que c'est pas tranché, qui sont conscients du problème du choix de la référence, qui proposent simplement de fixer un objectif chiffré en disant, bah voilà, pour chaque pays, on va négocier politiquement un objectif de déforestation. À certains, on en donnera plus, certains, on en donnera moins. Et puis, comme à Kyoto, mais on va surtout pas s'embarquer dans des scénarios parce qu'on va rentrer dans des débats sans fin. Alors évidemment, l'autre problème, c'est quoi? RED, il n'est pas encore décidé, même si on commence, l'Union européenne est absolument opposée à la logique projet. Il n'est pas encore décidé si ça va se faire au niveau national ou au niveau des projets. L'idée, au départ, c'est on fait au niveau national. 2005, RED, c'est un pays qui réduit, c'est le pays qui est crédité. Ce ne sont pas des projets. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tiré les leçons de la défaite de 99. Puisqu'on leur avait dit il y a des risques de fuite, à ce moment-là, on met au niveau effectivement du pays, comme ça il n'y a plus de risque de fuite, puisque effectivement, etc. Ce qui suppose qu'il n'y a pas de risque de fuite internationale. Et pourtant, ce problème, il n'y a absolument aucune raison. C'est-à-dire que si une partie de la déforestation, ce sont des grands investissements agro-industriels qui cherchent à faire de l'huile de palme effectivement bon marché,
Bah, si un pays joue complètement le jeu de la conservation des forêts, ils vont aller dans le pays d'à côté. Si le pays ouvre grand en disant mais venez, venez, mais nous on s'en fout du raid, on préfère faire du palmier à huile, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, bah, c'est le cas de l'Angola par exemple, qui ouvre grand ses frontières aux investisseurs agricoles pour dire venez, venez, puis il y a effectivement pas mal d'endroits où ce sera sur des forêts. Donc il y a un problème de la fuite internationale, mais il y a un lobbying extraordinaire de toutes les ONG de conservation, etc., qui font des projets de conservation et qui veulent financer, qui veulent que ce soit les projets qui directement reçoivent des crédits carbone. Je pense qu'il faut qu'on quitte la logique de la récompense, de reward, c'est-à-dire la récompense du pays, la théorie naïve de l'incitation, pour se mettre dans une perspective d'investissement. En gros, il faut cibler en priorité les acteurs qui constituent le problème, entre guillemets, du point de vue de la déforestation en tout cas, qui sont généralement les agents économiques et précisément les agriculteurs, plutôt que les gouvernements. Alors, il y a plusieurs choses à faire, on pourra en revenir à la discussion, c'est qu'il y a toute une série de choses qu'il faut supprimer, ça s'appelle les incitations perverses, etc. Puis, il y a surtout, il faut s'attaquer, il faut investir dans les problèmes structurels qui renforcent la déforestation, c'est-à-dire l'insécurité et le manque de précision des droits fonciers. Il y a des pays qui ont besoin de cadastre, il y a des pays qui ont des besoins d'enregistrement des droits, simplement de certificats fonciers. Ce n'est pas des titres fonciers plus au sens banque mondiale transférable, etc. C'est simplement des formes adaptées qui sécurisent le foncier et qui permettent effectivement aux paysans de s'opposer aux outsiders, etc. Donc c'est absolument fondamental. Et puis il y a tous les problèmes qui sont la faiblesse des institutions, la corruption, etc. etc. Ce qu'on peut utiliser, c'est aussi l'instrument de paiement pour ces environnementaux va être utilisé. On peut l'utiliser très très bien. Mais alors, il y a deux manières d'utiliser les PSE, les paiements de services environnementaux. Soit on a la logique de récompense, soit on a la logique effectivement d'investissement. Si on se sert des PSE comme un moyen pour modifier les pratiques productives des agriculteurs, notamment dans les zones d'interface forêt-agriculture, et rémunérer des réels efforts de conservation, on peut avoir quelque chose d'assez intéressant. À condition bien sûr de le mettre en dehors du marché. Alors, ceci, et c'est ça aussi qui a un effet assez bizarre, c'est que les gens voient les bénéfices, et même les pays du Sud, et voient les bénéfices, ne voient les bénéfices du RED que comme une aide budgétaire, c'est-à-dire comme de l'argent qui sera donné, qui pourra aller directement au budget de l'État. En réalité, si on se place dans une perspective d'investissement, c'est-à-dire que si on met vraiment des moyens considérables sur l'agriculture, l'enfoncement institutionnel, le foncier, on va avoir des bénéfices collectifs qui seront extrêmement importants, du point de vue de l'intensification de l'agriculture, du point de vue, etc., de la sécurité foncière, la hausse du revenu des communautés, qui sont des revenus collectifs, mais qui ne sont pas considérés, comme me disait un ancien ministre camerounais, il me dit Carcetti, tu as tout à fait raison, le problème c'est qu'un ministre, ça ne réfléchit pas comme ça. Bon, lui était ministre, donc effectivement, il peut me dire ça. Un ministre, ça réfléchit, je reviens victorieux de Copenhague, j'ai arraché 3 milliards, 5 milliards, etc., etc. Ça ne réfléchit pas, en sens, finalement, nos paysans ne bouffaient plus, etc. Alors, moi je plaide pour et on essaie d'inventer ça sur le terrain, des PSE, on peut dire de nouvelle génération, qui soient conçus comme des moyens de financer des changements d'itinéraire technique, c'est-à-dire qu'on sort de la logique du coût d'opportunité, pour tenter effectivement de pouvoir payer, de pouvoir investir dans les systèmes agraires paysans, pour tenter de les faire évoluer, pour tenter effectivement de les sortir de leur dépendance au système de défriche-brûlis. Donc ça veut dire leur offrir des innovations en termes d'agriculture écologique, en termes d'agroforesterie, en termes de plantes fertilisantes, etc., etc. Alors le PSE a cet avantage par rapport au système classique, c'est qu'on peut maintenir la conditionnalité, c'est-à-dire qu'on peut avoir une conditionnalité sur la non-déforestation et en même temps, effectivement, avoir des investissements et ça permet de mieux traiter un certain nombre de problèmes.